Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Manager sans s'épuiser, trouver l'équilibre. Encore avec Johan, ça Bonjour. change pas. Du coup, aujourd'hui, on voulait aborder un thème, et cette fois-ci, c'est Johan qui va l'introduire. Oui, en fait, avec Popmood, notre entreprise créée il y a 2 ans, on commence à parcourir beaucoup de situations et on nous raconte aussi beaucoup de choses, même en dehors de nos missions, qui font qu'aujourd'hui, on avait envie de les partager parce que il y a une chose qui nous a vraiment sauté aux yeux, c'est de voir à quel point, parfois, on était différents en entreprise et on va dire dans la vraie vie, si on peut parler de la vie comme ça. Et le fait de partager ces expériences, ou en tout cas ces petites choses, peut-être vont vous faire réagir, ou peut-être vous diront bah oui, effectivement, c'est un peu étrange de raisonner comme ça. Donc voilà, on avait tout simplement envie de vous les partager. Et puis de voir aussi quel décalage il y avait entre ce qu'on nous demandait et ce qui était attendu. Ouais, en fait, trop souvent, on a créé un décalage entre la vie réelle et la vie professionnelle. Et on a trop souvent aussi dit qu'il fallait séparer absolument vie pro et vie perso. Mais changer de personnalité pour autant entre chez soi et au travail, c'est rarement une bonne idée. En vrai, l'idée, c'est de réussir à rester soi-même. Donc, il va être intéressant normalement ce podcast parce qu'on va parler de sujets comme de la posture managériale, par exemple, mais aussi ça va permettre de faire le parallèle avec la marque employeur. Parce que la marque employeur, c'est aussi votre image de marque et comment vous allez communiquer, parfois malgré vous aussi en externe, sur votre culture d'entreprise, qu'est-ce qui se passe, comment on manage chez vous. Et ça peut avoir du coup des répercussions aussi si malheureusement cette image de marque peut être dégradée par vos pratiques managériales, par exemple, ce qu'on a vu très très souvent. Et il y a des histoires très très connues qui sont arrivées à des très grandes entreprises et ça c'est important de le prendre en considération et c'est important d'en parler. On y va ? On y va. Allez, la première, elle date d'il n'y a pas longtemps parce que c'est un souvenir d'il y a 15 jours. Et les conséquences ont été assez dramatiques. Je fais une petite introduction. On nous demande souvent, est-ce que ce qu'on dit dans les messageries Teams, Outlook, téléphone professionnel peuvent être lus, peuvent être utilisés contre nous ? Je pense que vous aurez la réponse après cette petite anecdote. Donc, on est dans une grande entreprise française que je ne vais pas nommer parce qu'on ne veut pas avoir de problème. Ouais. Et puis parce que voilà, c'est pas l'objet. C'est pas le but. C'est pas l'objet de dénoncer quelqu'un ou une entreprise en particulier. Ça pourrait arriver à tout le monde. Donc on est dans une grande entreprise et l'ambiance est tellement bonne au sein de ce service de l'open space que finalement dans le canal Teams, on se dit un peu tout n'importe quoi. Ça blague comme dans la vraie vie, finalement. Ah, c'était pas ironique ? Ah non, pas du tout. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'on n'a pas débriefé avant des histoires qu'on voulait raconter justement pour se laisser réagir vraiment de manière spontanée. Donc du coup, là, je sais pas du tout ce que Johan est parti pour raconter. Donc j'ai cru que c'était ironique, ça ne l'est pas, pardon. Ah non, pas du tout. Et donc, dans ce canal Teams, il y avait des blagues, on va dire, potaches, voilà, des choses qu'on peut se dire un peu dans la vie de tous les jours. Sauf que un bon matin, sur l'ensemble du service, 5 personnes ont reçu une convocation à un entretien préalable pouvant amener jusqu'au licenciement. Ok. D'ailleurs, c'est allé jusqu'au licenciement. Okay. Et les 5 personnes ont été licenciées de l'entreprise parce que dans cette conversation Teams, il y avait des propos qu'on pouvait qualifier de parfois racistes, de peut-être homophobe. Et la ligne de défense des collaborateurs, c'était de se dire mais oui, mais c'était juste des blagues, c'était de l'humour. Et alors, c'est une grande entreprise, donc vous imaginez bien qu'ils passent pas leur vie à regarder les Teams des gens, mais c'est juste que dans cette conversation, il y avait un des collaborateurs qui était un peu plus à l'écart que les autres, qui un jour
s'est dit tiens, moi ça me plaît pas du tout ce qu'il y a dedans, et qui a fait une alerte à la direction, une alerte éthique qui fait partie des protocoles mis en place dans cette entreprise. Voilà, ça a mené à 5 licenciements, ce qui est quand même extrêmement lourd. Et quand j'en ai parlé un de ses collaborateurs, il me disait oui, mais la personne qui nous a dénoncé, elle s'est vengée parce qu'elle était mal intégrée, parce qu'elle ne faisait pas partie de la vie de l'entreprise. Il faut aussi dire que le manager du service faisait partie des gens qui animaient régulièrement ce Canal Teams. Il a été viré aussi ? Il a été effectivement licencié aussi. Okay. Donc ça, c'est une première anecdote, pas très drôle, mais qui, franchement, je pense, pourrait arriver à tout le monde. Ouais. C'est assez difficile, je trouve, de réagir parce que moi, je suis d'accord sur le fait que l'humour peut pas tout excuser. De toute façon, on le voit, il y a pas mal d'humoristes aussi maintenant qui sont quand même aussi, même quand c'est leur métier, vachement mis de côté et vachement dénoncés aussi pour des humours un peu trop affirmés sur certains sujets compliqués. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans le contenu des messages, mais si on se moquait d'une personne à cause de son orientation sexuelle ou à cause de son origine ou de sa culture, je trouve que c'est un problème quand même et qu'effectivement, il y a quelque chose à faire là-dessus. Je ne sais pas quelle est cette entreprise et je me dis si c'est allé jusqu'au licenciement, c'est que ça devait quand même être assez hard, quoi. Donc, je ne sais pas si une grande entreprise prend le risque de licencier autant de personnes, dont des managers. Par contre, ça, je souligne le fait que le manager a aussi été licencié au même titre que les collabs. Je ne sais pas si elle prendrait le risque si le sujet n'était pas quand même assez grave. Après, des histoires de vengeance entre collaborateurs ou de collaborateurs toxiques, parce qu'on parle beaucoup de management toxique, il y a autant de collaborateurs toxiques et ça peut exister et ça peut faire aussi énormément de dégâts. Qu'une personne ait réussi à en virer 5, bon, je pense que quand même le contenu des messages devait être très très limite, voire grave. Alors moi je les ai lus, je peux pas les dire. C'était effectivement limite, mais on va être tout à fait honnête, c'est des choses qu'on pourrait se dire. En dehors du monde de l'entreprise avec des amis à un barbecue mais pas écrit, quoi. Absolument. Donc en fait c'est hyper compliqué parce que d'un côté on peut saluer c'est quand même rare de réussir à créer un bon état d'esprit dans une équipe. Par contre je pense que ce qui a été peut-être mal fait, d'une part c'est d'utiliser un canal professionnel pour ça ou de l'avoir oublié. La deuxième c'est de ne pas avoir su peut-être écouter les signaux faibles ou le fait qu'une personne de l'équipe soit un petit peu mise à l'écart ou qu'un conflit antérieur n'ait pas été suffisamment digéré pour amener à ce genre de choses. Parce que l'entreprise en question, c'est vraiment une grande entreprise française. Je pense que le vrai souci, c'est que si jamais ce genre d'histoire sort dans les médias, sur un article de presse, on en lit tous les jours des articles de presse sur des comportements problématiques en entreprise. Au niveau de la marque employeur, c'est absolument catastrophique. Ils sont obligés de le faire finalement. Donc je vois pas d'autre solution. Mais dans le débrief, effectivement, ce qu'on peut se dire, c'est à quel moment le manager n'a pas su interpréter les signaux faibles calmer les choses. Ou calmer les choses. Et c'est marrant, ça me fait penser à une histoire. Même principe. C'est marrant, je pensais jamais la raconter. Elle est pas drôle du tout, cette histoire. Mais j'ai travaillé pendant pas longtemps. Vraiment pas longtemps, mais vous allez comprendre pourquoi j'ai pas travaillé longtemps là-bas. Dans une entreprise qui avait pignon sur rue et qui recevait de la clientèle. Du coup. Et moi, mon bureau était celui vraiment juste en face de la porte et de la vitrine. Et en fait, du coup, c'était moi que les clients qui entraient dans cette boutique voyaient en premier. Et du coup, c'était vers moi qu'on s'adressait en priorité. Et les autres bureaux étaient vraiment en renfoncement. Donc, on les voyait pas à première vue quand toi, tu rentrais dans le local, en fait. Et une personne arrive, du coup, pour me demander un renseignement. Il se trouve que cette personne était d'origine africaine. Enfin, voilà. Mais bon, bref, c'est pas ce qui n'est pas censé être un sujet. Et là, j'ai mon responsable de l'époque qui est arrivé du fond
du local, donc du fond de la boutique, à un endroit où le client ne pouvait pas le voir, et qui arrivait en imitant un singe. En imitant le singe. Ouais, c'est vrai. Et il est passé devant tous les autres bureaux de mes collègues, vraiment au milieu, comme ça, en imitant le singe. Enfin, je crois que là, on arrive à un niveau de racisme qui, pour lui, c'était une blague, mais il était quand même un raciste. Hein. Enfin, je veux dire, mais il a cru amuser la galerie en faisant ça. Le client, Dieu merci, ne l'a pas vu. Mais moi, je l'ai très bien vu et je me suis retrouvée face à ce client. Et je me suis dit, mais je crois que j'étais choquée vraiment au point où je me suis dit, c'est pas possible ce que je viens de voir. C'est vraiment impossible ce que je viens de voir. Et je me rappelle que tous mes autres collègues l'ont vu aussi. Et on s'est tous regardés en se disant, mais c'est lunaire, en fait, ce qui vient de se passer. Et j'ai complètement perdu mes moyens, en fait, face à ce client-là. J'arrivais même plus à répondre aux questions, etc. Tellement que ça m'a vraiment choquée et saisie. Et ce client, il a dû dire, mais qu'est-ce qui lui arrive à elle ? Enfin, elle est complètement con. Il a fini par repartir, etc. Ouais. Enfin, il a rien acheté, il s'est rien passé, quoi. Pas de transac, quoi. Et quand il est parti, je me suis dit, mais c'est infect, quoi. Et je peux pas continuer à travailler ici, quoi. Et je suis partie. Bon. Une semaine après, je suis partie. Ok, c'était la question que je voulais te poser, qu'est-ce que tu as fait après ? Une semaine après, je suis partie. Sauf que j'étais, je crois, trop jeune à l'époque pour réussir à me confronter. Avec le recul, je m'en veux pas parce que j'étais jeune à ce moment-là. C'était vraiment mes premiers jobs, etc. J'étais très, très jeune, donc j'avais pas la force de vraiment partir à la confrontation. Mais avec le recul, je me dis, mais franchement, c'est aberrant, quoi. C'est aberrant qu'on puisse se permettre de faire ce genre de choses. Aujourd'hui, cette boutique, elle n'existe plus. C'est pas un hasard. Là, c'est peut-être le karma qui s'est occupé directement. Peut-être. Moi, j'en sais rien. J'ai même pas cherché à savoir ce qu'il faisait maintenant, etc. Je veux plus avoir affaire avec cette personne. Mais pour dire que ça existe, ces trucs-là, et que lui, il a trouvé ça très drôle. C'était pas marrant. Donc, si je reviens à ton histoire, peut-être encore une fois que eux trouvaient ça entre eux très drôle, mais que ça n'avait rien de marrant, quoi. Ouais. Après, t'as vu les messages, c'était peut-être pas aussi grave, mais voilà. Je l'ai vu en entreprise, ce truc-là. En fait, c'est pas que c'est pas grave. Si, quand tu les lis, les messages, c'est extrêmement grave. Maintenant, si on se dit la vérité, qu'on se dit, est-ce que c'est quelque chose que je pourrais entendre d'amis, ou que peut-être même moi-même j'aurais pu être capable de dire en sachant que a priori les gens qui visaient n'étaient pas dans le canal, hein, donc voilà, c'est pas top, mais non, ça peut arriver. Voilà, c'est pas top. On est d'accord. Pas top. Ça me fait penser à autre chose. Moi, dans la série, allez, je me comporte un peu comme un connard en entreprise, alors que peut-être que je ne le suis pas du tout dans la vie, en tout cas à la maison. Je crois que tu étais là quand c'est un client qui nous a raconté ça. L'histoire de la salle de réunion. C'était magique. En fait, dans cette histoire, il faut comprendre qu'il y a un collab, AN+1 et AN+2 qui fait partie du comité de direction. Et comme toutes les entreprises, il y a des sujets de salle de réunion, prise, pas prise. Et là, pour le coup, la collaboratrice cherchait une salle de réunion pour animer sa réunion. Donc elle y va, il n'y a personne, tout va bien. Et se pointe du coup le N+2, donc membre du comité de direction, qui se pose en face d'elle et qui lui demande très gentiment ce qu'elle fout ici, parce que c'est une salle normalement réservée au comité de direction. Il n'y avait pas de réunion de prévu, il n'y avait rien, mais effectivement c'était une salle parfois réservée pour eux, mais là il n'y avait rien de prévu et c'était la seule salle de libre. Elle lui répond ça, tout simplement, hein, qu'elle organise une réunion, qu'il n'y a pas de salle. Et là, il a fait un truc absolument magique, c'est qu'il a décidé de ne plus lui parler. Il a pris son téléphone portable, il a appelé la N+1 pour lui dire, devant du coup la collaboratrice, écoute, ce serait bien que tu tiennes un peu tes équipes et puis que tu rappelles à l'ordre la personne qui vient de prendre la salle du CODIR, parce que c'est notre salle et voilà, donc est-ce que tu peux s'il te plaît venir la chercher ou l'appeler ou à minima lui dire que ça se fait pas. Il a raccroché. Il lui a plus jamais adressé la parole
après en face à face. Mais en plus, dans cette histoire, ce que tu n'as pas précisé, c'est qu'elle était en pleine formation. Mais oui, c'est ça, il y avait d'autres mondes. Avec du monde, avec des apprenants qu'elle était en train de former. Ouais. Donc, en plus de cette situation qui est, encore une fois, complètement lunaire, elle s'est retrouvée vraiment attaquée, parce que je considère que c'est de l'attaque, face à d'autres personnes. Donc, la position dans laquelle ça l'a mise, alors qu'elle est censée être formatrice, elle est censée prendre une posture aussi de formatrice, ça a été terrible, quoi. Ouais, il y a ce qu'elle pense, mais il y a aussi la tête du N+1, du manager. Qu'est-ce qu'il fait de cette information ? C'est hyper compliqué parce que, en même temps, c'est son chef. Hein. Je m'oppose soit à ma collaboratrice, soit à mon directeur, quoi. Ouais, et moi, je comprends complètement que ce soit extrêmement difficile de s'opposer à son directeur, d'autant plus s'il est membre du CODIR. Et s'il est capable de faire ça, j'imagine que c'est son comportement aussi habituel. La vraie question, c'est comment on réagit face à ça, et surtout, qu'est-ce que je vais dire à mon collaborateur qui vient de se prendre dans la tête un bus, quoi, hein, parce que c'est compliqué. C'est comme si tu étais en face de moi puis que je décidais de pas te parler, mais de parler à ton hiérarchique parce que tu mérites pas suffisamment d'attention à mon égard. Ouais, puis encore une fois, c'est vraiment là, c'est des techniques de management qui sont hyper archaïques, quoi. C'est de se dire, voilà, moi, je suis directeur, je fais partie du CODIR, toi, petite collaboratrice, petite formatrice, j'ai de l'emprise sur toi. Ouais. Et je veux que tu te sentes mal à la suite de ce qui vient de se passer. C'est de l'excès de zèle, c'est tout. On se demande si c'est quelque chose effectivement de volontaire ou pas. Et de toute façon, dans la série du je me comporte un peu, je suis désolé, je vais le dire, comme un gros con volontairement, on a connu ça aussi. Enfin, moi, je l'ai connu en tout cas, des managers qui, par exemple, faisaient exprès de mettre des réunions d'équipe commerciale le vendredi soir. Et qui faisait exprès d'être très dur envers tout le monde pour que, il le disait, hein, oui, mais comme ça vous fait réfléchir. Ça vous fera grandir. Et ça vous fera grandir, puis ça vous fera réfléchir tout le week-end à ce que vous avez fait. Bon, là, on franchit un cap de ce qu'on voit souvent en entreprise, c'est l'infantilisation. Oui. Et donc, il se comporte un peu comme un vieux papa très, très sévère. Ouais, attention au management paternaliste ou maternaliste aussi, parce que, je veux dire, moi, j'entends souvent des collabs qui disent « Ah, mais ce manager-là, c'était comme un deuxième père pour moi, c'était comme une deuxième mère. » Moi, je trouve ça malsain. Ça c'est mon avis. C'est que on peut... vouloir, à l'inverse, être très bienveillant et vouloir que le collaborateur se sente bien, avoir une certaine proximité, donner de la confiance, faire en sorte qu'il se sente en confiance pour parler de tout ce qu'il veut, etc. Mais il y a des limites quand même pour moi à garder. Il faut pas que ça tombe dans quelque chose d'un peu malsain, quoi. Ouais. Et ça, on le voit aussi de temps en temps, surtout dans des petites boîtes. Dans de la TPE, PME, où finalement le management il arrive à un tel niveau de proximité, certaines fois avec des différences d'âge aussi entre un manager qui est assez expérimenté et des équipes assez jeunes. Faites attention à cette frontière-là parfois, et parfois c'est juste une question de dosage, ou parfois ça bascule un petit peu dans quelque chose qui part un peu hors de contrôle. Et le management, c'est ça, paternaliste, maternaliste, il y en a qui aiment bien. Oui, il y en a qui en ont besoin. Il y en a qui en ont besoin. Mais vous n'êtes pas là pour substituer les parents de vos collaborateurs. Et là, c'est dans un sens aussi différent où on va venir punir, en fait. Alors, c'est de la punition, c'est exactement ça. Et le pire, c'est que c'est même punition préventive. Donc, la réalité, c'est que même avec ses enfants, on fait pas ça normalement. Oui, c'est ça, ou un certain modèle où on se dit, moi, le nombre de fois, parce que j'exerçais des professions aussi assez jeunes sur certaines choses où je me prenais des feedbacks à la con, ça c'est... écoutez le dernier épisode d'avant sur le feedback négatif. Je donne quelques anecdotes que j'ai vécues, mais où à la fin du feedback, où j'étais plus bactère, on me disait... Ça te fera grandir. C'est pour te faire grandir que je dis ça. Je dis, mais qui es-tu pour vouloir me faire grandir ? Enfin, je veux dire, la seule personne qui a envie que je grandisse ou qui a envie de me faire grandir, c'est mes parents, quoi. Et j'aime pas ce rôle que tu prends. Ouais.
Mais voilà. Après, ça, c'est un avis personnel. Il y en a qui aiment bien. Moi, je trouve que la frontière entre c'est très fin pour que ça bascule vers quelque chose d'assez pas cool et peut-être parfois un peu malsain. Donc, il faut faire attention il faut faire à attention. ça. Après, je préfère ça qu'autre chose. Et si les limites, elles sont mises là... Parce qu'avoir on va dire un mentor ou quelque chose comme ça, c'est pas forcément quelque chose pareil, de mauvais. Clara, je te propose de basculer vers une histoire peut-être un peu plus légère. J'avais hésité, parce que Clara, c'est pas ce que je vais lui dire. Mais en préparant le podcast, je sais que cette histoire, elle te revient souvent. Ouais. Et tu vois, je crois que tu vois déjà de quoi je veux parler. Ouais, je le sens arriver. Et je sentais que tu avais envie d'en parler, donc je dis, allez, on y va. On va en parler. Et, je crois que ça va être un sujet un peu plus léger que ce qu'on vient d'aborder. C'est beaucoup plus léger. Ouais, ça va faire du bien. Quoique, qui touche à la fois le courage managérial, le courage tout court, et la façon d'aborder les autres dans le monde de l'entreprise. Je crois que j'ai pas besoin de t'en dire plus. Est-ce que tu veux nous raconter cette anecdote, Clara ? Est-ce que ça va être ça ? C'est une anecdote compliquée. Comment l'aborder ? Là, parce qu'en fait, c'est plus léger, mais en même temps, c'est un peu compliqué parce que ça peut toucher, et ça touche, moi je trouve, l'intégrité de la personne en elle-même. Je pense que beaucoup de gens ont vécu cette situation de travailler avec quelqu'un qui a malheureusement des odeurs corporelles très difficiles à supporter. Et je l'aborde souvent. Le mot est faible. Je l'aborde souvent en espèce de cas pratique, et on le fait aussi. Tu l'as déjà fait. Moi, je le fais. Ouais. En formation, justement sur cette posture et ce courage managérial, parce que ça, c'est un sujet qui est un peu léger, où ça fait toujours un peu rire un petit peu tout le monde, mais en vrai, il y a beaucoup de gens qui ont été confrontés à ça. C'est comment aller dire à un de ses collaborateurs qu'il a certainement un problème d'hygiène qui fait que des odeurs désagréables émanent de sa personne. J'essaie de mettre les formes. Là, tu essaies de mettre toutes les formes. J'essaie de mettre toutes les formes. Est-ce qu'on dirait pas juste, comment dire à quelqu'un qui sent mauvais parce que il partage un bureau avec quelqu'un et que c'est juste horrible. Voilà. En fait, on a vécu une situation, on a connu une situation où c'était un open space et où une personne sentait vraiment mauvais. Sauf que le problème, c'est que ça venait vraiment déranger les autres salariés qui travaillaient dans le même espace. Et à un moment donné, c'est difficile à supporter. Donc, ce qui se passe, c'est que tous les collaborateurs sont allés voir le manager de cette personne en disant « Écoute, il faut que tu fasses quelque chose et il faut que tu ailles lui dire qu'il faut qu'elle fasse quelque chose, elle, parce que c'est plus possible. » Et c'est vrai qu'en vrai, ça a des vraies répercussions. Les gens ont plus envie de venir au bureau, donc ils prennent un maximum de télétravail parce qu'ils se disent « non, j'ai pas envie de passer ma journée dans une atmosphère qui est pas terrible. J'aime bien cette personne, mais j'arrive plus à ne pas lui dire, donc je préfère l'éviter. Ça peut nuire aussi à la performance si je dois toujours bouger de bureau, etc., me déplacer, trouver un autre endroit pour aller travailler, etc. » En vrai, c'est un vrai problème, ça. Et donc, ce manager qui a cette information ne s'est pas senti capable d'aller voir cette personne et de lui dire qu'il y avait un problème vis-à-vis de cette mauvaise hygiène, mauvaise odeur. Et encore, mauvaise hygiène, on ne le sait pas encore, ça. Enfin, je veux dire, c'est que des suppositions. Il y a plein de possibilités pour lesquelles une personne sente mauvais. C'est pas forcément des problèmes d'hygiène, parfois. Ça peut être des problèmes de maladie ou ce genre de choses. Donc ça, il faut faire aussi attention à ça. Ou de la précarité. Ou de précarité, exactement. Dans un logement insalubre ou des choses comme ça. Exactement. Et en plus... c'était le cas. Et du coup, ce manager qui n'a pas eu le courage managérial d'aller lui dire « Écoute, je m'inquiète pour toi parce que je pense qu'il y a un souci », s'est dit « Je vais lui offrir un diffuseur d'huile essentielle. » Donc déjà, masquer une odeur, ça n'a jamais été une bonne idée. Faut agir sur le cœur du problème. Masquer, c'est pas terrible. Mais en plus de ça, donc cette collaboratrice, parce que c'était une collaboratrice, s'est vue recevoir un cadeau, un diffuseur d'huiles essentielles qui coûtait une blinde en plus, et s'est dit, malheureusement, et ça c'était sûr à 100%, et aller voir tout le monde en disant le chef il m'a fait un cadeau. À moi. Pour mon bureau. Pour mon bureau. Pour moi.
J'irai pas jusqu'à dire qu'elle s'est peut-être fait des films, mais ça aurait pu. Ça aurait pu aussi. Parce que vous, en tant que manager, vous allez faire un cadeau à votre collaboratrice qui coûte une blinde, etc., pour qu'elle mette dans son bureau. Il suffit que vous soyez un petit peu souriant et cette personne, elle peut se faire des films. Ouais. En disant, qu'est-ce qu'il me veut, quoi. Bon. Là, en l'occurrence, cette personne était très contente d'avoir un cadeau, etc. Sauf que ça n'a absolument pas aidé parce que là, ça a été un mélange d'odeurs qui était juste encore pire et plus insupportable encore. Si bien que les collaborateurs ont remis la pression à ce manager. Et ce manager a décidé, qui était le manager, qui était le directeur, a décidé d'aller voir un autre manager de cette entreprise pour lui dire, c'est toi qui vas aller lui dire. Bah oui, parce que c'est pour ça que je dis que cette anecdote, elle touche à tout, ouais. Et notamment le courage managérial. Ouais, complètement. Et le fait aussi de ne pas assumer ses erreurs. Hein. Oui. Parce que, bon, c'est une idée débile d'offrir un diffuseur d'huiles essentielles ou de parfums, mais... Allez, ça peut arriver, on peut se dire, tiens... C'est très maladroit, C'est maladroit, voilà. On peut se dire, ça part pas... Bon, là, le cas est différent, mais ça part pas toujours d'une mauvaise intention. On peut aussi, se dire, oui, ça peut peut-être régler le problème sans avoir devoir dire à une personne qu'elle sent mauvais. Très vite, on se rend compte que c'est une erreur. Ouais. Mais là, il y a une erreur dans l'erreur, c'est qu'il l'a pas reconnu. Ouais. Et que du coup, il a pris une décision qui était de fuir et d'envoyer quelqu'un d'autre au front. Ouais. En fait, c'est ça. Si on peut donner un conseil sur comment réagir dans cette situation-là, je le donne. C'est déjà ne pas stigmatiser la personne. Ne pas lui dire, écoute, je viens te voir parce que plusieurs personnes m'ont dit que tu sentais pas bon. C'est affreux. Faut pas faire ça, c'est affreux parce que déjà ça veut dire, cette personne elle va se sentir très honteuse et en plus elle va se dire qu'il y a un complot contre elle, quoi. Donc ça on évite. Ce qu'on évite aussi, c'est de lui dire c'est quoi ton problème, tu sais pas te doucher, personne t'a appris à le faire, ce genre de choses. On n'y va pas franco comme ça. Et on accompagne éventuellement la question. Le mieux de dire, on évite de tourner autour du pot aussi, surtout pendant je sais pas combien de temps avant de lui dire parce qu'on n'ose pas. On y va. C'est pas facile, hein. On y va clairement, c'est-à-dire, écoute, je voulais te voir parce que je m'inquiète un petit peu pour toi. Je sais pas ce qui se passe, mais je trouve que y a une odeur. Tes habits sentent le renfermer très fort. J'en sais rien ou autre chose. Hein, ça peut. J'ai pensé à ça, mais ça peut être une autre type d'odeur. Je m'enfonce. Mais voilà, dire, est-ce qu'il y a un souci chez toi? Est-ce que tout va bien? Est-ce que dans ta vie, tu vas bien en ce moment, etc. Et si ça se trouve, la personne, elle va vous dire qu'elle dort dans sa bagnole parce qu'elle a perdu son logement, qu'elle s'est fait foutre dehors par sa conjointe. Si ça se trouve, elle va vous dire, non, j'ai un gros problème. Mon logement, il y a de l'humidité dedans, mais mon bailleur fait rien. Écoute, j'ai des problèmes de santé en ce moment et effectivement, j'ai conscience de ce problème, mais j'ai du mal à le régler. Plein de choses. Et en fait, la personne, elle va se livrer potentiellement à vous. Vous allez comprendre pourquoi. Peut-être potentiellement réussir à calmer vos équipes derrière qui vont être un peu plus compréhensives ou éventuellement lui proposer de l'aide. Pourquoi pas? Ouais. Ça peut arriver aussi. Mais en tout cas, c'est vraiment pas facile. Non, c'est pas facile. Mais en tout cas, plus on va tourner autour du pot, moins ça va être facile. On regarde le chrono là et on se rend compte que ça fait déjà un petit moment. Il y a quand même un sujet moi que j'ai envie d'aborder avant de conclure parce qu'il y a toute une série de je fais les choses parce qu'il faut les faire ou je ne sais pas pourquoi je les fais mais je les fais ou le process est fait comme ça. Et j'ai deux petites anecdotes là-dessus que j'aime beaucoup parce que c'est un peu plus léger mais quand on est dans le commerce, quand on fait des entreprises commerciales, j'en ai fait quelques-unes, il y a un sujet qui revient tout le temps pour les commerciaux, qui est un grand débat entre managers et commerciaux, c'est le remplissage du CRM. Je dois remplir mon CRM. Ok. Et je vous assure qu'un manager, il ne dit pas, dans 90% des cas, tu dois faire... X rendez-vous pour aboutir à ça. On va te dire, tu dois remplir X rendez-vous dans ton CRM. Donc déjà, la consigne, elle est déjà un peu biaisée. Donc, alors, au tout début, moi, j'en avais pas de CRM. C'était une entreprise. Je peux le dire, c'était chez Elis parce que je l'aime bien. Donc, et puis, ça fait partie du folklore et c'est pas représentatif de ce qui s'y passe. Donc, il n'y a aucun problème. Et donc, quand j'ai été accueilli dans l'entreprise, on fait une semaine un peu avec tout le monde. Donc, j'ai fait une semaine, un jour ou deux avec les commerciaux.
Et j'ai passé une journée entière avec un super commercial qui était très sympa. Et on a fait une journée où on est rentré dans les boutiques, donc qui étaient des clients potentiels. Et je le voyais faire et il me demande. Et à chaque fois qu'il rentre dans une boutique, il proposait rien, mais il demandait au patron de la boutique, il avait l'air de connaître, est-ce que tu peux mettre, s'il te plaît, un tampon sur un papier et une signature? Hop, chaque fois, c'était comme ça. Et puis on faisait les rues entières et tout. À la fin de la journée, il me dit, tiens, regarde. Tu vois, j'ai fait une super journée, j'ai 62 tampons et signatures. Okay. Et donc, moi, un peu naïvement, je lui demande ok, c'est super, mais ok, tu vas en faire quoi? Il me dit je les donne à mon chef le lendemain matin, puis il compte le nombre de rendez-vous. Ok. Et puis, il est content. Comme ça, parce que j'ai un objectif de X rendez-vous par jour. Et en fait, là, on a enlevé complètement le sens du truc, c'est-à-dire que l'objectif était tellement débile et tellement délirant qu'en fait ils ont mis le curseur sur autre chose et les gens n'étant pas bêtes, ils ont trouvé un moyen de le détourner en se disant oui, effectivement, comme ça je serai tranquille, je le fais parce qu'il faut le faire. Est-ce que ça me rapporte du chiffre ou pas? Quelque part, peu importe, mais on a complètement détourné le sens. Et ça me rappelle du coup, parce que les deux sont liés, une autre entreprise qui était aussi très sympa, dans laquelle je me suis bien amusé. Et comme ils étaient contents du chiffre d'affaires, parce que franchement, on marchait bien, mais ils n'étaient pas contents de la façon dont on remplissait notre CRM. Donc ils ont fait un truc super, ils ont fait un concours de remplissage de CRM, c'est-à-dire sur une période qui mettait le plus de choses dedans. Moi j'aime bien ce genre de truc et je l'ai gagné ce concours, j'ai gagné un mini iPad, je m'en souviens. Tout ce qu'il y avait dedans était faux. C'est ça, tout. J'ai tout fait en une soirée et puis on m'a dit bravo, c'est génial, t'es le meilleur des remplisseurs de CRM. Est-ce que je suis le meilleur vendeur? Peut-être pas, mais par contre je suis le meilleur remplisseur et on en vient à faire des choses juste parce qu'il faut les faire. Et en fait, ça vient mettre en lumière plusieurs problèmes managériaux. C'est que quand on en vient à te dire il faut faire autant de rendez-vous ou il faut entrer autant de contrats par semaine, par mois, etc., avec des objectifs, je suis d'accord qu'il faut des objectifs chiffrés dans des entreprises commerciales. Ça, il n'y a pas de sujet. Mais quand on en vient là, c'est qu'on a une direction ou un management qui est déconnecté total de la réalité terrain. Ça peut être des anciens commerciaux quand même, mais qui, avec le temps, ont complètement oublié tout ce qui était la réalité, la complexité du métier, et de se rendre compte qu'un rendez-vous ne veut pas forcément dire que tu vas vendre quelque chose derrière. Et moi aussi, j'ai travaillé avec des entreprises où on avait des objectifs d'entrée, notamment dans l'immobilier, où on avait des objectifs d'entrée de mandat par semaine, et au final les commerciaux ils finissaient par rentrer que des boui-boui en fait qui seraient invendables ou inlouables derrière, parce que en se disant on m'a demandé de rentrer 5 mandats par semaine, voilà, j'ai mes 5, mais par contre ils sont dans des patelins paumés ou ils sont complètement insalubres ou genre de choses, ou alors c'est des trucs qui sont sur le marché depuis des années et qui n'arrivent pas à se louer parce que on vient se dire faut que je me protège et il faut que je rentre dans les objectifs qu'on m'a fixés à n'importe quel prix. Et le fait que tu aies gagné un iPad, etc., ça me fait penser aussi aux challenges. Les challenges commerciaux, ça se fait aussi beaucoup en disant celui qui arrivera à faire autant de chiffre d'affaires dans 3 mois, il gagnera un voyage, j'en sais rien. Je trouve ça bien. Parce que généralement, les profils commerciaux, ils aiment bien ce truc-là, d'avoir un objectif derrière ou de gagner, en fait. La win, c'est quelque chose qui est important. Donc, pourquoi pas? Mais attention à mettre des objectifs qui soient déjà réalisables, parce qu'à force de proposer des concours et que personne ne gagne, les gens vont dire ils se foutent de ma gueule. Et en plus de ça, des objectifs qui soient cohérents, quoi, et qui soient vraiment intéressants à relever. Parce que si c'est un nombre de mandats à rentrer ou un nombre de rendez-vous à effectuer, ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une transaction derrière. Après, tu dis que c'est des gens déconnectés du terrain, c'est souvent vrai, mais c'est aussi des gens qui ont arrêté de se poser des questions. Ouais. Et ça, c'est terrible parce que franchement, la qualité première d'un collaborateur, c'est quand même ce qu'il est capable de produire avec son cerveau. Et là, parfois, on en arrive dans des situations où on a complètement arrêté de réfléchir pour avoir la paix.
Ouais. Parce que c'est comme ça. Et il y a un truc extrêmement simple pour régler ça, parce que c'est la même question des process. Parfois, surtout dans des entreprises, on voit des entreprises avec des process, mon Dieu. Ouais. Déjà, il y en a 1 million, et je dis pas que c'est une mauvaise chose, hein. Il faut des process, mais quand il y en a beaucoup trop, et surtout, moi, ce que je regarde en premier, c'est la version du process. C'est de quand il date. Ouais. Parce que on revient pas dessus. Les 3/4 du temps, on revient jamais dessus, et on se met à faire des choses qui n'ont absolument aucun sens sans jamais s'en rendre compte, parce que le process dit ça. Mais si le process... on s'attarde trop justement sur le process et pas sur la finalité, pas sur le résultat. Peu importe qu'il y en ait plusieurs personnes qui passent par des chemins différents mais qui arrivent au même résultat. Peut-être que l'idée, c'est aussi de les laisser un petit peu travailler en autonomie sans forcément être dans le contrôle de chacune des actions, quoi. Ou alors, et il faut aussi être agile, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on se rend compte qu'un process, il est déconnant, qu'il ne colle plus à la réalité, qu'il ne marche plus, au lieu de se dire je vais le faire parce que mon patron il va me foutre la paix et lui-même il est content parce que son propre patron lui fout la paix, il faut qu'à un moment donné dans la chaîne il y en a un qui puisse dire attention, ce process-là, il est dangereux. Ça marche à une condition, c'est qu'on soit patient. Parce que parfois ça prend du temps, il faut que les gens comprennent, il faut être persévérant. Il faut être courageux, il faut accepter que le process soit mauvais pendant un certain temps avant d'avoir un nouveau. Ça, c'est par exemple mon plus gros défaut. Moi, si j'ai pas le changement tout de suite, c'est très compliqué. Pourtant, il faut. Mais si on arrive à faire ça, et s'il n'y a jamais personne dans la chaîne qui se dit tiens, on va arrêter de faire des tampons sur des feuilles parce que ça n'a absolument aucun sens et que ça rapporte pas plus de chiffres et qu'il a passé la moitié de sa journée à se balader dans les magasins et qu'en plus de ça, il pense qu'il a bien travaillé, parce que dans sa tête, il a vachement bien travaillé. Il a eu, je sais plus, 60, 70 tampons, il est bien. Donc, prendre du recul, c'est quelque chose d'essentiel. Et on va peut-être conclure là-dessus, parce que ça fait déjà un petit moment, mais de se dire qu'il faut absolument prendre du recul entre ce qui se passe dans l'entreprise et ce qui se passe dans la vie d'après, dans la vie de tous les jours, parce que moi, c'est le petit truc que je peux donner, c'est que pour savoir si ce qu'on fait, c'est débile ou pas, souvent je me dis, mais est-ce que je le ferais chez moi ? Est-ce que je parlerais comme ça dans la vraie vie ? Est-ce que je me permettrais de parler au responsable de quelqu'un parce que j'estime que hiérarchiquement, ça marche pas en face ? Si la réponse elle est non, il ne faut pas le faire. Parce que moi, je suis persuadé que si on prend la toute première anecdote, cette personne-là, certainement qu'elle parle bien aux gens quand elle va dans les magasins, au restaurant, dans sa famille. Mais le fait de rentrer dans l'entreprise, dans un système hiérarchique, et je ne suis pas contre la hiérarchie, le met dans un état d'esprit qu'il le transforme en gros con, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Donc, si parfois on se dit, tiens, est-ce que j'ai envie de parler comme ça à cette personne-là, est-ce que je l'aurais parlé comme ça à cette personne dans la vraie vie, si la réponse elle est non, il n'y a aucune raison de le faire dans l'entreprise, et ça vaut pour tout. Merci Yoann. De rien. C'était super intéressant. Moi, je l'ai trouvé sympa cet épisode. Ça change un peu. C'est un petit peu plus sérieux parfois, léger pour d'autres. J'espère que ça vous a plu. On espère que ça vous a plu. On espère. Et puis, si vous avez vous-même des anecdotes que vous voulez partager avec nous, peut-être que ça pourrait devenir une série, on ne sait pas. N'hésitez pas, on mettra une adresse mail peut-être dans la vidéo. Je vais être honnête, je ne sais pas comment on fait ça. C'est Clara qui s'en occupe. Ça, ok. Top. J'ai failli faire un petit truc, vous le verrez ici. Mais ça ne marche pas comme ça. Ça peut, mais bon, voilà. Ok. Donc ça ne marchera pas comme ça. On le mettra peut-être dans la description. Et merci beaucoup. Pop Mood va prendre des vacances, là, bien méritées. Donc, on se retrouvera sûrement à la rentrée avec un épisode spécial invité qui va être très très sympa. Je vous en dis pas plus, mais vous allez apprendre plein de choses sur le management, comment se passe le management dans les autres pays, à l'international. On va avoir 2 invités assez exceptionnels qui ont des choses super intéressantes à raconter, et on va aller s'inspirer de ce que font un peu les pays parfois voisins et d'autres pays très éloignés. Voilà, je vous en dis pas plus, mais j'ai hâte de vous partager cet épisode qui sortira fin août, début septembre peut-être plus tôt, pour avoir votre disponibilité, que vous écoutiez pas des podcasts de management sur la plage. Ça, c'est non.
On lance le débat maintenant. Moi, je dis que si vous avez envie d'écouter des podcasts sur la plage... Moi, je dis que la plage, c'est pour profiter. Pourquoi pas, oui. Pour lire des bons bouquins, écouter de la musique. Voilà. Voilà, on fera un podcast sur le thème de l'association alors qu'on n'est pas d'accord. Ouais, vous allez voir, ça marche très bien quand même. Merci à beaucoup. tous. Vous pouvez encore une fois écouter ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute. Donc, n'hésitez pas aussi à laisser vos commentaires, à vous abonner à la chaîne si le podcast vous a plu. Et on vous dit du coup bonnes vacances. Merci et à la beaucoup. rentrée. Bonnes vacances.